Good afternoon and Bonjour à tous, bienvenue à cette session spéciale sur le PNMA, qui sont donc les réseaux de politique sur l'accès porteur de sens. Et nous allons regarder sur les portefeuilles des concepts pour le processus du SMSI plus 20 et la mise en œuvre du pacte mondial numérique. Nous avons donc mon comodérateur, Giacomo, et nous avons ici Monsieur Fabio Sen, qui est coordinateur du Centre régional des études pour le développement et la société de l'information. Et nous avons également Madame Onika Makwaka, qui est directrice exécutive du Partenariat pour l'inclusion numérique mondiale. Guilherme Canelo de Sousa Godoy. Et puis Monsieur De Sousa, Guilherme Canela Godoy, directeur des politiques pour l'inclusion numérique et la transformation numérique et secrétaire de l'information pour l'IFAP à l'UNESCO. Ensuite, nous avons Madame Joyce Dognes, qui est vice-présidente de la Society Foundation de l'ISOC. Bienvenue. Également Madame Margaret. Et puis notre modérateur aussi, qui est Judith Helfin. Bienvenue. À présent, nous passons à la suite. Monsieur Borekop, qui est donc ingénieur de l'université Arctic de Norvège, et puis Poncelé Ileleji du Ghana, de la Gambie, pardon, et Madame Joséphine Milissa, qui est régulatrice des politiques pour l'APC. À présent, nous allons appeler notre consultant qui a travaillé sur toutes les questions liées à l'accès porteur de sens. Nous avons donc Madame Daphne Prates Iglesias qui va nous présenter ce réseau et donc ce réseau de politique sur l'accès. Bienvenue. Good afternoon. Bonjour à tous, que ce soit le matin, le soir, pour vous. C'est un honneur de vous accueillir à cette session sur le PNMA. Et le réseau des politiques sur l'accès porteur de sens a été créé en réponse aux preuves croissantes que même lorsque les gens ont de la connectivité, ils n'en bénéficient pas forcément. Il s'agit d'une activité intercessionnelle. Et la connexion est importante. Et l'expérience d'une personne va dépendre de cette connexion pour sa vie en ligne. Et il nous faut des infrastructures critiques, sans quoi l'accès ne pourra pas être inclusif, utile, durable et à un prix abordable et donc porteur de sens. Depuis 2021, le laboratoire des experts du PNMA est donc un réseau multipartite qui travaille pour toucher les différentes communautés, échanger des politiques et pratiques. Et le plus important, c'est aussi de montrer ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les fractures numériques, quels problèmes structurels se répètent dans différents contextes. Et l'analyse des expériences des parties prenantes dans leur mise en œuvre et la capacité à résoudre les problèmes est l'un de nos résultats principaux. Je vous invite à regarder notre répertoire PNMA des bonnes pratiques et également vous aurez une liste de documents à lire, de littérature. L'accès porteur de sens doit être accessible pour les communautés et vous pourrez y accéder. Il faut y pouvoir y accéder toute l'année.
Pour ce qui est de la mise en œuvre avec nos partenaires, nous avons identifié des solutions, nous avons suivi les expériences actuelles, nous avons donc fait une collection des nouvelles pratiques et notre feuille de route vers l'examen SMSI plus 20 et sa mise en œuvre nous montrera les objectifs d'un accès porteur de sens établis dans le cadre du pacte numérique global. En outre, ce rapport montre les portefeuilles de politique publique qui peuvent être utilisés par les gouvernements. Et vous allez voir rapidement sur la présentation une fraction de ce portefeuille. Et je vous remercie de votre attention. Thank you. I stay seated because I have the computer on my knees. Thank you for Daphne for this. Merci Daphné pour cette introduction. La structure de la session est la suivante. On vous l'a expliqué, mais nous aurons une discussion et puis on aura des modérateurs en ligne qui nous transmettront les questions des participants en ligne. Espérons aussi que nous aurons des questions de la salle. Roberto et Dictia sont les modérateurs en ligne. Et puis nous avons ici Judith. Le premier sujet, c'est donc Windsurf, que vous avez rencontré hier en ligne. Hier, il nous a parlé, il était 3 heures du matin pour lui. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu mieux pour vous? C'est un horaire plus convenable? Oui, un tout petit peu, merci, c'est beaucoup mieux. Si je peux vous rappeler que votre travail, vous qui travaillez au PNMA, est très important. C'est une activité intersessionnelle très importante, une des plus importantes de l'IGF. Et pour moi, c'est important parce que ça nous permet d'avoir un effet concret dans des contextes locaux et régionaux pour des acteurs par rapport aux performances de l'Internet pour les utilisateurs de ces contextes. Et ce type de feedback, c'est très exactement ce dont on a besoin à l'IGF. Et le PNMA, c'est un organe intersessionnel qui continue de entreprendre ses travaux tout au long de l'année et pas seulement lors d'une réunion annuelle. Je vous avoue que je ne connais pas exactement à quel point les mesures du PNMA reflètent les mesures ROM-X de l'UNESCO, mais vous pourrez voir par vous-même si l'Internet a de bonnes ou de moins bonnes performances pour ses utilisateurs. Pour moi, les forums de la gouvernance de l'Internet peuvent utiliser le potentiel du PNMA, trouver des partenaires. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur un nouvel élément qui est dans les cartons depuis un moment et qu'on appelle l'extension interplanétaire de l'Internet. Ça s'appelle l'Internet du système solaire. Et on en parle, ça a commencé en 98 et j'en parle aujourd'hui parce que les protocoles pour la communication interplanétaire ont été normalisés il y a bien longtemps par le comité consultatif sur les systèmes de données séparés. Et il y a également une task force sur l'ingénierie de l'Internet qui ont été utilisés, ces résultats, dans l'ISS et également pour les communications rover entre la Terre et Mars depuis 2004. D'autres expérimentations se sont faites pour des communications optiques avec des orbiteurs autour de la Lune et d'autres vaisseaux spatiaux de la NASA qui sont accessibles à la communauté pour développer ces protocoles. Et tout cela doit et devrait être un sujet pour le PNMA
Parce qu'on se demande comment les astronautes, les cosmonautes ont accès à Internet dans l'espace et lorsqu'ils explorent le système solaire. Et il nous faudra les mêmes capacités pour appuyer l'exploration par des robots. Et je pense qu'en 2026, sinon en 2025, cela sera encore un élément pour les travaux du PNMA. Donc cette question d'appui interplanétaire et de capacité Internet dans l'espace. Je vous remercie tous au PNMA et à tous de participer à cette session. Et je vous remercie pour vos travaux tout au long de l'année qui ont été tenus depuis de nombreuses années. Nous avons aussi ce pacte numérique mondial qui est un cadre qui peut donc être rempli avec les résultats du PNMA. Et je crois que vous serez un acteur clé qui nous permettra de comprendre si les efforts se poursuivent et vont dans le bon sens. Alors malheureusement, je dois me rendre à une autre réunion. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite une excellente session très fructueuse. Merci Vint. Si j'ai bien compris, vous suggérez que on fasse une révision du pacte numérique mondial, GDC, en intégrant les capacités robotiques ou l'Internet dans l'espace, n'est-ce pas? Oui, écoutez, ils ont été... c'est déjà représenté... enfin, pour les extraterrestres, oui, on pourra voir. Merci Vince de nous apporter votre soutien à nous, le réseau. C'est vraiment très apprécié. À présent, nous allons passer aux personnes qui sont au panel. Monsieur Poncelet, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous parler, vous qui êtes présent, de l'importance des communications Internet et du sujet général de cette session. Merci beaucoup, ces réseaux de communautés. Je crois que nous sommes dans une situation où on a 2,6 milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet. Ce sont des communautés et la plupart de ces personnes qui ne sont pas connectées vivent dans le sud. Si je regarde du côté de mon continent, l'Afrique subsaharienne, nous avons 1,4 milliard de personnes et 37% seulement ont une connexion à haut débit. Et ce n'est pas suffisant, on a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas en capacité d'accéder à un appareil connecté. On a encore des enseignants qui n'ont pas accès à des technologies de l'éducation qui pourraient leur permettre d'améliorer les résultats de l'apprentissage. Et c'est cela, les réseaux de communauté. Ça a vraiment été une solution de secours qui a beaucoup aidé les communautés en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et qui leur permettent d'améliorer le développement socio-économique grâce à des outils numériques. Et je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques des réseaux de communautés, mais de situations dans lesquelles les communautés sont impliquées. En utilisant des données générées par les citoyens. Et ce qu'on veut que ces réseaux de communautés fassent, il ne s'agit pas seulement d'accéder aux données des réseaux sociaux, mais que les petits agriculteurs aient des ressources qui leur permettent d'améliorer l'ensemencement, leur récolte, que les enseignants aient accès à des ressources pédagogiques et que les femmes puissent utiliser aussi ces éléments, ces outils pour démarrer de l'e-commerce notamment. Et nos fournisseurs Internet souvent ne jouent pas un très grand rôle dans ces questions-là. Et puis vous avez les aspects techniques qui rentrent en rôle. Nous voulons réduire la fracture numérique avec le pacte numérique mondial.
Et nos opérateurs de télécoms mondiaux, nos télécoms, tous ces opérateurs comme Locknet qui peuvent construire un réseau robuste et durable basé sur des énergies renouvelables pour pouvoir avoir accès aux communautés les plus éloignées. Voilà, c'est ainsi qu'on pourra combler le fossé de la fracture numérique. Merci beaucoup, Ponce. C'est vrai qu'on cherche ici à combler les fossés, surtout en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, où on a encore plus d'1 milliard de personnes qui ne sont pas connectées. Merci beaucoup. Passons à présent à la suite, Madame Joséphine Mélissa, qui va pouvoir nous parler de la recherche de la présidence du G20 sur la réplicabilité du modèle de réseau de communauté. Merci beaucoup. Je travaille à l'EPC sur des initiatives de réseau. On en parle depuis un moment et notre rôle, c'est d'appuyer la création de réseaux de communautés en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Asie. Et cette conversation, je crois, est cruciale parce qu'après la pandémie, on dépendait trop des infrastructures numériques. Et quand on a commencé à prôner ces réseaux de communautés en 2016, quand l'IGF était une plateforme mondiale où on a pu parler de ces questions, eh bien, cette fois-ci, nous avons la présidence du G20 jusqu'en novembre 2025, depuis décembre 24, et on va continuer à parler de ces questions d'initiative, de réseau de communauté, de connectivité, et on l'a mis à l'ordre du jour du G20. J'aimerais mentionner quelques points clés, notamment pour mettre à échelle les initiatives de connectivité des communautés. Comme Poncelet l'a dit, nous avons ils peuvent opérer dans des communautés très marginalisées, rurales, où les opérateurs traditionnels ne peuvent pas fournir un accès. Et nous voyons qu'il faut un écosystème plus diversifié, qu'il n'y a pas de solution unique qui convienne à tous et que dans nos approches de télécommunication, il y a plusieurs possibilités pour les communautés locales d'avoir des infrastructures solidaires. Et lorsqu'on a des régulateurs qui dialoguent avec les communautés locales, eh bien, on peut, à partir de là, élaborer des politiques à partir de la base. On le voit au Kenya, au Brésil, qui ont fait un processus d'octroi des licences pour les réseaux de communautés. Et cela a permis à des initiatives locales de passer à échelle et de s'agrandir. En Afrique du Sud également, on voit des initiatives où l'on peut opérer avec des exemptions aux licences, et on est en train de revoir aussi ces éléments-là pour qu'ils soient mieux intégrés dans les politiques et l'innovation. Également, au niveau de l'innovation et du financement, des mécanismes d'investissement, des petits opérateurs doivent pouvoir bénéficier d'investissements. Il faut donc modifier ces types d'investissements. Nous avons notamment des fonds de services universels. On voit cela en Argentine, où le régulateur a pu apporter des subventions pour des réseaux de communautés qui ont donc pu opérer. Au Brésil et au Kenya, on a vu un mouvement similaire où ils ont reconnu dans leur cadre d'octroi des licences les réseaux de communautés. Et il leur faut aussi des espaces où ils puissent recevoir ces fonds de services universels et être appuyés, parce que c'est absolument essentiel d'avoir accès à ces fonds pour pouvoir passer à échelle. Troisièmement,
l'accès aux utilisateurs finaux et au spectre sous-jacent, ce n'est pas une question de rareté uniquement, mais aussi de timing en raison de l'accès à ce spectre spécifique. Et ce qu'on fait, c'est que on fait un plaidoyer pour partager un modèle où les détenteurs de licences peuvent partager avec des opérateurs l'utilisation de leurs fréquences. Et on voit d'excellents exemples au Mexique, au Brésil, en Afrique du Sud notamment. Enfin, pour la sensibilisation, le développement des capacités, et mes collègues de l'Internet Society en parlera, Joyce, donc, les communautés sont très actives, ils peuvent contribuer à l'infrastructure numérique et ne sont pas de simples utilisateurs ou consommateurs des infrastructures numériques. Voilà, je vous remercie. Josephine Melisa, for that. Merci Joséphine, merci beaucoup de nous expliquer sur quoi vous travaillez en Afrique du Sud, surtout pour des initiatives centrées sur les communautés et l'utilisation du fonds de service universel qui permet de connecter ceux qui ne sont pas connectés, en plus du développement des capacités. Avant de me tourner vers Giacomo, j'ai une intervention de M. Julian Casabuenas, qui est basé en Colombie. Vous pouvez prendre 2 minutes. Est-ce que vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît? Try again. Hello, can you hear me? No, check the button on the mic. Yeah. Yeah. Can you check? Ah, it's open. Good. Le micro est allumé. Merci de me donner la possibilité de commenter sur une expérience de réseau de communauté à Colnodo. On l'a fait grâce à son soutien du projet LockNet de l'Association pour la progression des communautés de l'ISOC et de sa fondation. Colnados a appuyé les réseaux de communautés avec essentiellement des modèles de communication basés sur le spectre IMT en Colombie. Et on voit clairement que l'impact de cette initiative, eh bien, il dépend de l'existence de politiques claires qui reconnaissent la valeur sociale et son importance dans la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales. Les réseaux de communautés ont prouvé qu'ils étaient une solution efficace pour apporter à des régions éloignées une connectivité et une autonomie technologique et le bien-être des communautés. Nous avions envisagé l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie avec Global Gateway. Pour nous, ce serait très intéressant en Colombie pour permettre de connecter les communautés non connectées et réduire la fracture numérique en Colombie en suivant le modèle de Colnodos. Des politiques nationales doivent inclure des mécanismes permettant l'accès au spectre avec des conditions homogènes et en prenant en compte la nature sociale de ces initiatives, en supprimant les obstacles comme des frais de licence élevés. Et en outre, des ressources doivent être mises à disposition pour appuyer le développement de ces réseaux et de ne pas seulement se reposer sur les bailleurs de fonds internationaux. Nous devons aussi promouvoir ces initiatives et diriger nos efforts pas seulement sur les infrastructures de base, mais également sur la formation des technologies porteurs de sens, des processus. Et la connectivité peut vraiment transformer les vies, permettre aux communautés d'utiliser l'Internet qui sont importantes, sûres et adaptées à leurs besoins. Je vous remercie. Merci pour cette contribution.
Alors, Joséphine, quand est-ce que ce sera disponible, cette étude? Vous pourriez nous donner une date? Oui, demain, il y aura un lancement de cette étude sur des mécanismes de financement durable et également dans le processus 2030, je pense que nous allons pouvoir publier un certain nombre de choses. Je vous remercie. Oui, nous aurons donc accès à l'information. Très bien. Nous avons parlé des difficultés à atteindre les zones rurales et différents types de communautés. Certaines ont des besoins spécifiques, notamment par rapport aux communautés autochtones. Alors ça peut sembler un peu exotique, mais en Norvège, où nous sommes ici, eh bien, nous sommes face à cette situation. Grâce à la technologie, ces communautés, désormais, sont en voie d'être intégrées au lieu d'être exclues de la transition numérique. Bon, est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, je travaille à l'université de Tromsø et nous avons fait un cadre pour LIP. Donc, dans notre langue locale, pour permettre aux populations autochtones de survivre à l'ère du numérique. Et le cadre numérique est le suivant. Vous avez un cadre NLP, vous pouvez y ajouter des langues. C'est donc un cadre qui est distribué sur les différents magasins d'applications et vous y avez donc accès à ces applications. Vous pouvez les télécharger. Cela a été fait pour la langue Sam. Vous avez environ 525 000 locuteurs de Sam. Et ce cadre, cette infrastructure est faite pour cette langue. Alors d'abord, vous préparez un modèle linguistique qui sont transférés dans les applis. Et en fonction de la maturité de votre modèle linguistique, vous avez des applis plus ou moins avancées qui sont listées devant vous. Qu'en est-il d'une nouvelle langue qu'on voudrait intégrer? De nombreux problèmes techniques sont déjà résolus et le problème de la distribution, par exemple, pour les grandes plateformes, donc iOS, Android, Windows, Mac, Linux, Chrome, etc. Ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser ce cadre, c'est d'abord d'ajouter du contenu linguistique dans le cadre. Et puis, il vous faut un locuteur natif qui connaît la langue, il vous faut un linguiste, enfin, parfois ce sont la même personne, et il vous faut un programmeur pour adapter leur code source dans le cadre. Et si vous avez un corpus de texte, eh bien, c'est un bonus, c'est très pratique, qui vous permettra de développer ce modèle linguistique. Nous avons réussi avec moins d'1 million de mots. Nous avons un corpus de langue Sam qui représente à peu près 1 million de mots. Celui de Norvège, ancien norvégien, à peu près 40 millions de mots. Et c'est assez pratique, ce processus, pour faire intégrer votre langue. Vous faites un keyboard d'abord, c'est ce qui est donc le plus pratique. Et ensuite, selon la maturité de votre modèle de données, vous pouvez décider de quelle... Enfin, c'est cette maturité qui décide quelles applications sont disponibles. Ensuite, bien sûr, vous avez votre keyboard. Et ensuite, vous ajoutez un correcteur automatique
et vous avancez petit à petit avec des applications de plus en plus compliquées. Pour la synthèse vocale, le text-to-speech, il vous faut à peu près 10 heures de matériel transcrit. Il vous faut également un modèle linguistique pour traiter le discours. Il vous faut aussi 100 heures de reconnaissance. Pardon, il vous faut 100 heures de matériel transcrit pour la reconnaissance vocale automatique. Et voilà, c'est donc ce modèle linguistique. Il vous faut donc des ressources, formation du réseau, la formation du réseau neuronal aussi. Et c'est ainsi que nous avons notre infrastructure. Et c'est ainsi que nous pouvons toucher 70 000 locuteurs. Et nous avons aussi un certain nombre de langues de minorités dans l'hémisphère nordique. Il y a à peu près un million de personnes que cela concerne. Donc on doit continuer à y travailler. Et nous avons des contacts avec les populations de l'Amérique du Sud, des communautés autochtones. Il se passe un certain nombre de choses dans ce domaine. Je vous remercie. On n'en est qu'au début. Merci beaucoup. Et c'est exactement ce que vous allez nous dire maintenant, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Je m'appelle Onika Makwakwa et je suis au partenariat pour l'inclusion numérique mondiale. Alors, notre mission, c'est d'avoir une connectivité pleine de sens pour la grande majorité. Et on reconnaît qu'en fait, il y a une fracture importante entre personnes connectées. Donc, il n'y a pas seulement la question de l'accès lui-même, si on veut traiter de la question de la connectivité porteuse de sens. Et ça, c'est au cœur du travail qu'on fait. Qu'est-ce qu'on entend par cette connectivité porteuse de sens? Bien, en fait, il y a 4 domaines sur lesquels on se penche. D'abord, l'utilisation au quotidien. Et c'est assez intéressant. En 2025, on a une norme internationale qui désigne une personne connectée comme quelqu'un qui utilise Internet une fois tous les 3 mois. Et j'imagine que tout le monde sera d'accord pour dire que cette norme, effectivement, est bien en deçà de la vérité. Et là, lorsqu'on parle de connectivité pleine de sens, il faut quand même un appareil en mesure de se connecter, donc un téléphone généralement, et puis il faut des prix surmontables et il faut une connexion rapide. La qualité de la connexion, ça aussi, c'est une fracture de plus en plus importante entre ceux qui sont connectés. Et la connectivité, elle reste symbolique si elle est très basique. Et ça n'ira pas dans le sens de la transformation qu'on peut promettre à des gens lorsqu'ils sont connectés. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on s'est concentré sur les exercices de plaidoyer, les recherches sur les données et le partage de connaissances. Le plaidoyer en termes de politique, eh bien, il faut qu'on continue à former les politiques en matière d'éthique. Il faut que là, ce soit la norme pour mesurer la connectivité. Et il faut aussi y avoir des réponses triées par genre, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes sur le bord du chemin. Si on regarde la connectivité porteuse de sens, eh bien, il y a des personnes beaucoup plus nombreuses qui ne sont pas connectées de façon adéquate. Moi, je vous inviterai à consulter notre rapport sur la résilience et la connectivité qui montre bien à quel point il est important de comprendre ceci pour permettre aux communautés d'exprimer comment ils voient la connectivité.
L'expérience de genre est importante. Les femmes et la connectivité porteuse de sens. Ensuite, là, on a un point de vue ethnographique. On voit les femmes où elles sont, les défis qu'elles rencontrent en termes de connectivité. Une fois qu'elles ont accès à l'infrastructure, une fois qu'elles ont ou pas accès à ces appareils, qu'est-ce que ça nous dit? Et ça va informer des politiques sur base de l'expérience vécue par les femmes. Et puis ensuite, des opportunités de partage des apprentissages. Eh bien, il faut pouvoir informer les politiques, la façon dont elles sont élaborées. On a une perspective mondiale locale. Et puis, pour terminer, on doit s'engager à soutenir et à financer des initiatives au niveau des communautés qui peuvent atteindre les femmes où elles sont. Les réseaux communautaires, c'est une bonne chose. Il faut des objectifs de genre, parce que si on ne peut pas mesurer, eh bien ça n'existe pas. Dans ces cas-là, on ne sait pas si on progresse ou pas. Donc c'est vraiment capital que les femmes soient au centre, c'est important, et qu'on le mesure aussi. Et puis, il faut qu'on reconnaisse que Internet, c'est un bien public. Et l'accès ne peut laisser personne de côté. Il faut un accès qui permet l'appropriation par les communautés, y compris les femmes et les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Onika. Merci de cette perspective de genre, parce que c'est exactement ce qu'on doit faire en tant que pays pour combler ces fractures. Et vous avez raison, lorsqu'on regarde la population, surtout sur le continent africain, on s'aperçoit que les femmes, eh bien souvent, ne sont pas connectées. Donc il faut se tourner vers les femmes pour les plaidoyer en termes de politique. Et il faut que l'accès soit accessible d'un point de vue financier. Alors, je vous propose de passer à Guilherme Canella de Souza, qui va nous parler des programmes qui sont en cours de son côté. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il y avait un ministre de l'économie au Brésil il y a des dizaines d'années, et on lui demandait souvent ce que c'était l'économie porteuse de sens. Et sa réponse, c'était toujours, eh bien, d'abord, il faut que le gâteau soit plus gros et après, on va le répartir. Eh bien, et la répartition, elle ne s'est jamais faite. Et les gens, qui sont intelligents, se sont aperçus qu'ils ne veulent pas seulement une part du gâteau. Ils veulent d'autres gâteaux. Des gâteaux pour les allergiques au gluten, les allergiques au lactose, etc. Et en plus, ils veulent connaître les ingrédients du gâteau. Ils veulent comprendre la recette. Donc la question de la connectivité porteuse de sens, elle est là. Il faut qu'on cesse avec cette idée-là. C'est pas d'abord on se connecte. Ah, bien sûr, les riches se connectent d'abord avec de bonnes protections, plus de qualité, etc. Puis ensuite, on fait le reste. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut que ça se fasse en parallèle et de façon intégrée, des politiques exhaustives. Il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on avait la phase Tunis, eh bien, l'UNESCO a publié un rapport novateur vers une société de la connaissance. Et je l'ai dit, désolé pour les répétitions pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais je l'ai dit tout à l'heure avant le déjeuner, c'est un des rapports les plus téléchargés du site de l'UNESCO. Et on le disait il y a 20 ans déjà. Il faut inclure le multilinguisme, ça a été dit, la composante de genre, on l'a dit, la préservation de l'information, l'éthique de l'information, le développement de l'information, toutes ces questions qui font partie de nos programmes à l'UNESCO. Et puis, Vint m'a un peu piqué mon intervention, parce que les indicateurs d'universalité, les droits, l'accessibilité, le multipartisme, etc., et tous ces éléments transversaux qu'on discute aujourd'hui, et ceux qui se sont exprimés avant moi l'ont dit, les questions de genre, les personnes à mobilité réduite, etc., tout cela, ça doit être une mesure de nos succès, de nos échecs. 40 pays,
le Brésil, c'est un pays très complexe de par ses dimensions, etc. Mais de grands pays à de petits pays insulaires utilisent cela pour essayer de comprendre mieux les politiques basées sur des éléments probants. Donc en fait, ce réseau est connecté avec ces principes clés de l'UNESCO pour développer les sociétés de la connaissance ces 20 dernières années, et puis depuis le début de l'UNESCO quelque part. Parce que notre mandat dans le système des Nations Unies, c'est de protéger et de promouvoir le flux libre d'informations. Il n'y a pas de flux libre d'informations si on n'a pas de multilinguisme, si les femmes et les filles ne sont pas incluses, si les personnes à mobilité réduite et porteuses de handicap ne peuvent pas y accéder, si on est loin pour des raisons technologiques, si on ne peut pas avoir une qualité dans la connexion, ça ne pourra pas fonctionner. Alors peut-être que je suis un peu chauvin, mais je vais terminer sur un autre Brésilien, un sociologue qui s'appelle Betinho. Et cet homme merveilleux disait qu'on fasse des politiques de la pauvreté pour les pauvres. Non, tout le monde doit avoir des qualités dans les politiques. Et je crois que c'est important de s'engager dans ce sens. Parce que si ce n'est pas ça notre point de départ, eh bien, on va toujours être en retard et chercher à rattraper le retard. On dira, ben eux, ils peuvent attendre. Parce qu'on leur donne quand même, une note 0. Donc voilà. Mais ça doit être notre engagement. Tout le monde mérite des politiques de haut niveau. Et c'est ça la connectivité porteuse de sens. Merci beaucoup, Guilherme. Merci pour cette déclaration. On veut un gâteau que tout le monde peut manger. Et si on veut que tout le monde soit connecté, eh bien, il faut que cette connexion soit porteuse de sens. On passe à Fabio Senne, qui va nous parler de l'indicateur Rolex au Brésil pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui s'est passé dans ce domaine. Je vous en prie. Merci. Un plaisir d'être là. Merci de me donner la parole. Alors, je vais essayer de résumer en un message mon intervention. En fait, c'est ce qu'a dit mon collègue. Pour traiter des défis complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin d'indicateurs désagrégés et il faut des stratégies de supervision. Et les indicateurs Romex de l'UNESCO ont montré que c'était des outils utiles justement pour avoir cette perspective multipartite dans la supervision. Et plutôt que de classer les pays, eh bien, ça permet de créer une feuille de route pour une action. Il ne s'agira pas seulement de dire qui est mieux dans quelle situation. En fait, il s'agit d'agir sur base des indicateurs que nous avons. Moi, je suis coordinateur de recherche à un groupe de réflexion lié au modèle de gouvernance multipartite qui est représenté par CGI.br notamment et CETIC.br et nous travaillons sur ces indicateurs de comparabilité. Alors, le Brésil a été le premier pays pilote pour ces indicateurs Romex en 2018 et en 2019, nous avons eu le premier rapport à l'IGF de Berlin. Et à part notre collaboration dans ce cadre, eh bien, nous avons soutenu le développement de l'indicateur qui a été lancé en Arabie Saoudite l'année dernière. Cette année, nous mettons à jour notre évaluation brésilienne. Et là, nous avons une collecte de données chez CETIC.br et puis nous avons le conseil consultatif sur CGI.br. Je vais prendre quelques résultats liminaires de ce qu'on a trouvé dans les indicateurs de deuxième génération. Alors, si on regarde d'un point de vue des droits, d'abord, le Brésil a des normes internationales cohérentes, mais la mise en œuvre, elle, n'est pas encore complète.
Nous avons des lacunes dans l'accès à l'information, dans la protection des utilisateurs pour faire respecter ces droits. Et on a un débat vivant sur l'intégrité de l'information, un débat qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Eh bien, nous n'avons pas de consensus sur la réglementation et la mise en œuvre encore. Pour l'ouverture, on a des services publics en ligne beaucoup plus étendus qu'avant, y compris l'idée des DPI, comme la plateforme gov.br, mais on n'a pas d'accès équitable aux services encore, parce qu'on a des questions d'utilisation qui se posent et de possibilités d'utilisation. Une connectivité pleine de sens, bon, ça se débat de plus en plus. Le gouvernement, la société dans son ensemble utilise ce terme de connectivité porteuse de sens, mais il y a encore pas mal d'inégalités. Un indicateur sur la connectivité porteuse de sens au Brésil montre que les femmes de couleur ont des connectivités porteuses de sens dans une bien moindre mesure que des hommes blancs, par exemple. Pour la participation, le Brésil est reconnu et on a une institution qui permet une participation des parties prenantes. Le CGI, c'est un bon exemple. Mais lorsqu'on regarde les détails des politiques numériques, bien, on s'aperçoit qu'il y a encore des parties de la population qui sont vulnérables et qui ne participent pas suffisamment aux discussions. Et puis pour terminer, le nouvel indicateur Gromex porte sur l'IA et l'environnement. Et nous avons un plan pour l'IA au Brésil, mais nous n'avons pas encore de modèle pour la gouvernance de ce sujet. Et les questions environnementales, dans le cadre de la discussion sur les politiques numériques, eh bien, cet aspect environnemental n'est pas suffisamment pris en compte. Donc c'est vraiment bien ici pour la supervision. C'est bien d'avoir des outils pour la participation multipartite. Et puis, vous verrez que dans les GDC, dans l'agenda SMSI plus 20, on va y parvenir aussi. Donc c'est important de nourrir cela de nos discussions du jour. Voilà mes commentaires pour aujourd'hui. Merci. Merci Fabio. Et merci de nous avoir parlé de cet indicateur. Et vous voyez comment ces indicateurs peuvent nous aider. Alors maintenant, j'aimerais passer à Joyce. Là, on a une nouvelle voiture, mais on ne peut pas la conduire. Alors, quelles sont les capacités nécessaires? L'accès est possible. Et on peut s'en donner les moyens, mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, la voiture, on verra si j'y arrive aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Ces 5 prochaines années, à l'Internet Society, l'idée, c'est de connecter ceux qui ont le plus de mal à se connecter. Donc, ce sont les communautés autochtones, les réfugiés et les entreprises menées par des femmes. On veut s'assurer qu'on a une expérience porteuse de sens lorsqu'on est en ligne. Alors, on connecte ceux qui ne sont pas connectés et on protège ceux qui sont connectés, pour être simple dans mon expression. La connectivité, ce n'est pas simplement la politique ou la structure, ce sont des personnes qui se connectent. Donc moi, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette jeune femme basée au Kenya, Ruth. Elle est où? Elle est là. Elle a grandi dans une zone rurale du Kenya et l'accès aux technologies est très limité. Et sa mère ne voulait pas trop la laisser jouer avec la technologie parce qu'elle ne comprenait pas et donc ça lui faisait un petit peu peur. Mais Ruth était très déterminée. Elle a trouvé sa voie et en 2022, elle s'est rendue à une formation de l'Internet Society pour développer les réseaux. Elle a ensuite pu obtenir un stage avec un réseau communautaire local à Kibera, au Kenya. C'est l'une des bases informelles les plus importantes d'Afrique et elle a impressionné l'équipe. L'équipe l'a ensuite embauchée et maintenant elle est l'ingénieure en chef de ces réseaux.
Et son récit ne s'arrête pas là. Elle est là pour les carrières précoces. Elle continue son voyage dans le leadership. Si on passe à l'époque actuelle, eh bien, pour connecter les réfugiés, ça c'est un de nos efforts, eh bien, on a invité Ruth Akakoma pour former les formateurs dans les centres de réfugiés au Kenya et en Ouganda. Ces formateurs travaillent maintenant activement à la formation d'autres réfugiés et nous espérons, enfin nous savons que nous aurons 250 formateurs qui seront en train d'être formés. Et le récit de Ruth, eh bien, nous en avons des similaires de ces récits autour de nous. Et là, on voit que ces capacités, ça peut transformer des vies et des communautés. À l'Internet Society, il est important que les gens s'approprient la connectivité et c'est ce qu'il y a de mieux. Joséphine a parlé de certains défis, ou devrais-je dire des opportunités, qui montrent quelles sont les solutions. Alors, qu'est-ce qu'elle a mentionné? La durabilité financière à long terme, par exemple. Deuxième chose, un environnement porteur et des cadres réglementaires. Et celui sur lequel je voulais me concentrer, c'était donc le renforcement des capacités, les compétences techniques d'installer, d'étendre les réseaux des communautés et les réparer lorsque c'est nécessaire. 2,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à Internet. Et ça, c'est un chiffre beaucoup trop important pour nos organisations. C'est pour ça qu'on veut que les capacités soient renforcées au niveau local pour qu'on ait des formateurs qui puissent à leur tour former des formateurs. On ne peut pas être partout, nous, mais ces organisations locales comprennent les cultures, les réglementations locales, comprennent les besoins des communautés. Et ça, c'est vraiment, vraiment capital. Nous travaillons avec 20 partenaires dans nos 120 antennes locales et nous avons un réseau de plus de 200 formateurs au niveau local. D'ici la fin de l'année, eh bien, on aura atteint plus de 70 000 personnes avec nos formations depuis 2021. Voilà. Quelques exemples. Citel, en Amérique latine. On a travaillé aussi au Zimbabwe. Les 2,6 milliards, eh bien, ce sont les plus difficiles à connecter. Sinon, ils seraient déjà connectés. La réalité, c'est qu'ils sont souvent dans des zones rurales où il y a un intérêt commercial limité de la part des opérateurs traditionnels. Donc, on doit travailler ensemble, toutes les parties prenantes. Et c'est là qu'on a l'initiative de cofinancement pour essayer d'atteindre notre objectif, pour s'assurer que ce sera quelque chose qui pourra être possible partout. L'Internet Society et la Fondation s'engagent à investir 30 millions de dollars et nous on cherche des partenaires pour essayer de connecter les derniers. Et on espère donc pouvoir avoir ce gros gâteau qui pourra être partagé avec tous, comme on en parlait. Merci beaucoup pour cette information. Alors pour ce qui est des projets et des défis, avoir une connectivité porteuse de sens, eh bien, on a un intervenant en ligne qui va nous parler justement de cela. Madame Shiva Burgos, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur votre travail? Merci et merci pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer. Et je suis ravie de m'exprimer en dernier parce que les défis communs, ils ont déjà été présentés ainsi que les solutions. Donc merci pour tout ce qui a été présenté et comment on pourrait en bénéficier dans notre partie du monde, en Océanie. L'Océanie est bien souvent oubliée dans ces conversations au niveau mondial. Moi, je suis artiste de formation et je travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de la Commission nationale de culture et je travaille auprès du Premier ministre en tant qu'envoyé spécial pour les arts et la culture. Donc, influencer les politiques dans ce domaine, c'est un peu l'idée. Et d'un point de vue de l'héritage culturel et de la protection de cet héritage culturel, c'est essentiel
On a déjà évoqué des idées portant sur l'infrastructure, l'accès. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a 100 communautés de langage qui sont catégorisées comme à risque. Et on a beaucoup de communautés vulnérables avec des personnes qui risquent l'exclusion. Alors, qu'est-ce qui est accessible en ligne? Bien, tout n'a pas besoin d'être accessible, je crois. Il y a des modèles pour protéger des contenus sensibles. Si on regarde l'Australie, eh bien, il y a des images floutées, il y a des avertissements très clairs. Il faut une confirmation de la part de l'utilisateur avant d'accéder à certains contenus. Donc il faut des mécanismes, des protocoles sophistiqués qui peuvent reconnaître les connaissances traditionnelles, les pratiques traditionnelles ne doivent pas être numérisées, partagées sans l'autorisation qui peut l'accompagner. Et les leaders des différentes tribus doivent pouvoir prendre eux-mêmes des décisions. Comment les gardiens de la culture et des traditions peuvent-ils avoir un droit de veto? Qu'est-ce qui doit être accessible au plus grand public et qu'est-ce qui ne doit pas l'être? Et puis, on a la domination des grandes entreprises de la tech occidentale et l'approche qui est vue comme pouvant menacer la souveraineté traditionnelle. Et ça peut créer des précédents dangereux pour la préservation des biens culturels et des cultures. Lorsque les aspirations, les valeurs viennent d'une autre source. Je dirais que notre Premier ministre l'a noté pour préserver l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui donc évidemment est plus mondialisé. Bon, il y a eu par exemple des interventions récemment au Metropolitan Museum of Art à New York. Eh bien, ça, c'est un travail important. Et si on parle d'espace, eh bien, nous avons collaboré avec LiveShip. Il y a des microfiches, des codes binaires pour protéger l'héritage culturel et pour différentes populations. Donc l'art, l'héritage culturel, les présences sacrées, tout cela c'est lié à notre identité et le musée peut être transformé en un espace vivant pour faire part de voix. Et on aura également un projet d'exposition sur OneBell, une plateforme donc, qui regroupe l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut revenir vers les communautés sources et on peut développer nos archives digitales pour la nation. Et ça, on peut l'utiliser pour des communautés dans le monde entier. Donc l'héritage culturel, comment le préserver? Comment retransmettre aux communautés sources? Comment limiter l'accès? Comment avoir accès à vos politiques, à vos ressources? Pour nous, la culture, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément mettre dans des musées ou qu'on cache dans des livres. Ça vit en nous et il faut le partager pour les générations à venir, pour que ces générations à venir sachent d'où elles viennent et ce qu'elles peuvent devenir. Merci Shiva pour cet exemple très intéressant. Je me souviens qu'on en avait parlé il y a plusieurs années de ce qui se passait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et à présent, je donne la parole à Madame la Ministre avant d'ouvrir la parole à la science, de la salle. Bonjour à tous, merci aux participants et à ceux qui nous écoutent en ligne. À présent, nous allons passer à la session de questions-réponses. Soyez très concis sur vos questions. Dites à qui vous vous adressez, à quelle personne s'adresse la question. Dites qui vous êtes, le nom de votre organisation. Et je vais donner la parole à Diktia d'abord, qui pourra nous dire aussi ce qui se passe en ligne. Alors Diktia, qu'en est-il?
Merci. Merci Nyambura. Il y a effectivement des conversations très intéressantes en ligne. Tout le monde regarde les ressources partagées en ligne. Il y a une question de Joseph pour Joyce. Il dit que j'admire ce que vous faites pour connecter tout le monde, mais comment pouvez-vous avoir un siège dans chaque communauté, par exemple avoir un laboratoire vivant, et ensuite étendre cela avec des réseaux de communautés? Je vais passer la parole à Roberto. Oui, il y a une autre question pour pouvoir vous exprimer dans votre langue sur Internet et d'avoir une réponse qui corresponde à votre profil ou à votre communauté. Ça, c'est pour la partie en ligne. Voilà les deux questions que nous avons en ligne. Merci Roberto et Dictia. Alors, Grace. Oui, nous travaillons avec des hubs locaux, avec des antennes locales, pas seulement des antennes locales, mais aussi des partenaires locaux avec des institutions de formation locale et parfois aussi des hubs d'innovation locaux. Et là, on apporte la capacité directement aux zones rurales, une capacité de formation, et ça fait vraiment la différence. On est en train actuellement de gérer un camp pour les réfugiés et vous avez vu Ruth qui est actuellement en train de faire de la formation de formateurs dans le camp. Et ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une formation et des formateurs qui sont prêts. On parlait de la question des langues et Ruth, elle utilisait par exemple un contenu en anglais. Les mots techniques étaient en anglais, mais elle faisait la formation en Kiswahili. Et c'est là qu'on voit l'impact au niveau local d'avoir des capacités de formation locale. C'est ça qui permet d'accéder aux zones les plus reculées. Je vous remercie. J'espère que ça a répondu à la question. Merci, merci beaucoup. À présent, si vous avez des questions dans la salle, il y a un micro de ce côté-ci. Si vous voulez poser la question, on peut prendre une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Je crois qu'il y avait une question pour Bora. Les ressources linguistiques, eh bien, elles sont développées par les communautés locales. Elles sont donc entièrement contrôlées par ces communautés. Et ce qui est collecté, vous pouvez le diviser en 3 parties. Vous pouvez aussi télécharger une partie qui est donc totalement gratuitement. Et puis, vous avez aussi 2 autres parties qui sont sous licence ou qui sont protégées. Et l'infrastructure, elle est quasi intégralement open source. On peut donc coopérer et répondre aux besoins linguistiques de la communauté. Merci beaucoup. On a une question de la salle. Je vous rappelle de nous donner votre nom, l'organisation pour qui vous travaillez et à qui s'adresse la question. Bonjour, je m'appelle Conley Monondari. Je viens du Niger. Et du Nigeria, pardon, et je suis le président de l'Internet Society au Nigeria. Et je voulais parler de l'écosystème IG. Et c'est vraiment très intéressant de vous écouter parler. Ma contribution ou commentaire a trait au fait que oui, il faut connecter tout le monde. Et pourtant, le besoin est au besoin d'accès à l'Internet universel. Cependant, à mesure qu'on avance,
il faut aussi penser au fait que ces personnes des communautés ont besoin d'une connectivité porteuse de sens. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elles devraient avoir accès aux mêmes choses que ceux auxquels les autres ont accès. Mais ce ne sera peut-être pas partout. Ce sera peut-être un centre où ils pourront se connecter. Et comme l'ISOC l'a dit, ça peut être des réseaux de communautés, mais en tout cas, ça doit être porteur de sens. Ils doivent pouvoir être capables de se rendre dans ce centre, par exemple, et d'avoir accès. Il y a aussi la question de la langue. Pour ces personnes qui habitent dans des villages, eh bien, une partie d'entre eux ne parle pas anglais ou l'une de ces grandes langues internationales dont on parle. Et ils doivent pouvoir avoir accès à Internet dans leur langue. Et c'est là un élément qu'il faut absolument prendre en compte quand on parle de connectivité. Je vous remercie. Anaka, vous souhaitez répondre? Oui, je suis d'accord. Nous avons des inégalités entre les personnes connectées et il me semble que réussir à connecter les personnes non connectées et leur permettre d'accéder à une connectivité porteuse de sens, c'est absolument nécessaire pour pouvoir transformer les choses. Online question. So, to hear Roberto. Encore une question? Roberto, peut-être en ligne? Vous avez une question? Merci. C'est une question pour Shiva. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du contenu de votre projet, les ambitions, projections de données pour ces communautés, etc. Alors, j'espère que j'ai bien compris la question. Ce sont des situations fluides. Et vous savez, chez nous, c'est le pays de l'inattendu. Et il n'y a pas forcément d'électricité dans cette communauté. Il n'y a donc pas de connexion Internet à proprement parler. Parfois, on a effectivement le soleil qui va taper le panneau photovoltaïque et là, on aura un peu d'électricité et de connexion. Et nous avons voulu démarrer un festival de films. Et l'un des projets pour faire venir tous ces gens, pour rassembler du contenu du monde entier. On a par exemple des images de concerts, des expositions d'art qui peuvent arriver dans les universités et puis en ligne. Et ces personnes-là peuvent donc regarder ce qui se passe et transmettre cela à leur communauté. Merci beaucoup. Malheureusement, nous devons clore. Mais je souhaitais saisir l'occasion pour vous remercier tous et toutes en ligne et dans la salle pour ces discussions essentielles sur l'accès porteur de sens. Particulièrement, je remercie nos participants et participantes, Joséphine, Monica, Guilherme, Fabio, Joyce, Daphné, Giacomo. Alors merci beaucoup. Un grand merci à tous. C'est dommage qu'on ne puisse pas continuer, mais le plus important, c'est bien de se rendre compte que ça ne s'arrête pas là, les travaux continuent. Il y a des documents qui seront publiés. Et vous verrez aussi à l'Assemblée générale de l'ONU, les travaux se poursuivent. Donc on aura fini le rapport pour novembre
Je viens de parler aux facilitateurs et ils feront une sorte de préversion du rapport en septembre. Donc vous pourrez apporter ou insérer une conclusion, une recommandation pour l'Assemblée générale. Comme je le disais, les travaux ne sont pas finis. Nous continuons dans cette voie. Je vous remercie.